Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus. L'actualité, le titre de l'émission, dossier syrien. On va y revenir. On parle diplomatie ce soir. Échec de la diplomatie algérienne. Point d'interrogation. Pour commencer l'émission avec nos invités, nous allons revenir sur l'édito de l'APS début mars, fin mars, début avril, fin avril et encore en ce début du mois de mai. L'édito l'APS qui signe un nouvel édito autour de notamment de l'information, de la journée de la presse. Encore une fois, certainement peut-être, le président algérien est encensé. Ici, parle-t-on déjà d'une campagne électorale. On va essayer de comprendre. Dans les grandes lignes, voilà ce que dit notamment cet édito qui revient sur ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, où le président algérien a reçu un parterre de personnalités, dépoussiérer la communication institutionnelle, ouvrir grandes ses portes à la presse nationale et internationale et renforcer le rôle patriotique et citoyen de la presse. Une presse algérienne, nous dit-on, qui a souffert des effets de la crise économique, des mutations technologiques et du rétrécissement des espaces de liberté durant l'Ancien Régime. Est-ce que depuis l'arrivée du président actuel, Abdelmadjid Tebboune, est-ce qu'on peut ne plus parler donc d'espace de liberté quand on voit aujourd'hui notamment que l'Algérie est classée 136e sur 180 et puis tous ces journalistes qui ne peuvent pas travailler, certains sont en prison à l'heure actuelle, d'autres ont même perdu la vie en prison. La présidence de la République a emprunté une autre voie que ses prédécesseurs, nous dit ici l'APS en parlant bien sûr d'Abdelmadjid Tebboune, une autre voie bâtie sur le dialogue, l'ouverture à l'opinion contraire, l'autocritique, la valorisation du journaliste et le combat pour sa dignité. On va essayer de comprendre si réellement tout ça est vrai, en tout cas en croire ces mots. Tout est bien dans le meilleur des mondes au niveau de la presse en Algérie. Depuis l'arrivée donc du président algérien, encore une fois, une nouvelle loi. On nous parle d'une presse libre et puis on parlera de diplomatie, notamment du dossier syrien. C'est le gros dossier ce soir. Le ministre des Affaires étrangères du Royaume donc d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Fahran Al Saoud, a été reçu hier par le président algérien. Il a fait part notamment d'une convergence totale, l'importance de sa visite aujourd'hui en Algérie qui vient dans le prolongement et la poursuite de la coopération et de la coordination étroite entre les deux pays. Nous allons bien évidemment revenir sur cette réception, mais aussi, c'est un des titres de l'émission, la colère d'Alger contre l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite vient donc d'inviter la Syrie. On en parle ce soir notamment sur le prochain sommet qui aura lieu au mois de mai. Avec nous, Hamid Lelou, bonsoir. À Washington, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci Hamid Lelou, directeur de Reaching Independence True Social à Washington. Personnage politique, opposant politique qu'on ne présente plus. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Mes salutations à vous, à votre invité, Monsieur Lelou, et à nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous, cher Karim Tabou. Quelques mots d'abord tout de même, peut-être, on en parlait tout à l'heure ensemble, encore une fois, un avocat a été touché, maître Abdul Rani Badi, notamment sa voiture a été endommagée, totalement brûlée. Il était important pour vous, cher Karim Tabou, de réagir. On n'a pas encore les causes, mais c'est vrai que souvent, les avocats sont tout de même intimidés, touchés. Hein. Oui, d'abord, je tiens personnellement à exprimer mon soutien à C. Abdelrahman Badi, un militant, un avocat engagé aux côtés du Hirak. Il était là pendant toute cette période de répression contre les militants. Il est là à Alger, il est là dans tous les coins d'Algérie. C'est un militant, un avocat qui s'est mobilisé beaucoup, notamment au service des hirakistes dans le sud du pays, et qui est victime ce matin d'un acte de sabotage de son véhicule.
Heureusement que lui n'était pas là, il est en bonne santé, n'a pas été touché. Mais il est important également de relever que c'est pratiquement la quatrième victime de la même pratique. Pratiquement, d'abord, il y a eu par 3 fois acte de sabotage contre mon véhicule personnel. Après, c'est au tour d'Abdou Sommar qui fut, souvenons-nous, victime d'un acte de saccage, de sabotage de son véhicule. Et puis par la suite, c'est un autre militant qui s'appelle Nabil Amrani qui a vu son véhicule entièrement saccagé par des inconnus, par des individus. Et puis, cette fois, c'est Abdelrani Badi. C'est dire que, tout simplement, que ça ne peut pas s'expliquer par les versions habituelles des inconnus ou des gens qui viennent comme ça cibler des véhicules de militants et des avocats. Donc très clairement, ça ne peut pas s'expliquer par le simple fait d'une panne mécanique ou d'une agression d'inconnus. C'est vraiment des actes destinés à intimider les militants, à leur faire peur, à leur fixer des limites, quoi. Encore une fois, tout mon soutien à Saïd Abdelrani. Et on est là, ce ne sont pas des actes de cette nature qui vont faire peur ou sinon qui vont nous réduire au silence. Plus que jamais, nous sommes décidés, déterminés à mener ce combat. Ça ne fait que nous engager davantage, augmenter de notre fureur parce que, au fait, nous nous rendons compte chaque jour que nous sommes dans la bonne voie, que ce combat mérite d'être mené, que l'avenir de l'Algérie ne peut pas rester entre les mains de tous ces aventuriers, de tous ces incompétents. Le pays a besoin d'un sursaut, a besoin d'un souffle. Karim Tabou, un mot, on va retrouver Hamid Lelou dans un instant. Condamnation entre autres, bien sûr pour d'autres détenus, certains qui sont en jugement. Voilà, vous êtes bien sûr tous les jours, encore aujourd'hui malheureusement, entre les mains de la justice. Une condamnation pour vous de 1 an, si je ne me trompe pas, et 100 000 dinars d'amende. Oui, c'est un énième procès dans un feuilleton qui n'a plus de fin. Personnellement, je sais plus, j'arrive plus à arranger mes papiers qui viennent des services de la police, des juges d'instruction, des tribunaux, mais c'est également une technique par laquelle le militant se retrouve un peu perdu dans une logique d'harcèlement judiciaire. Et là, on comprend très bien que la justice est devenue un instrument politique. Désormais, nous ne pouvons plus parler de la justice en tant que telle. En Algérie, la justice est une filière politique. Certains juges sont devenus des militants politiques qui sont là à exécuter des décisions d'un pouvoir qui veut réduire au silence et qui veulent tout simplement utiliser la justice comme moyen de répression contre les militants. Et puis sur un autre plan, moi j'ai appris ce matin avoir été condamné par le tribunal de Bermondreis à 1 année de prison ferme. D'abord, je n'ai pas été convoqué à ce procès. Et là se pose vraiment un problème de fonctionnement de la justice. Il s'agit d'une plainte, d'un procès à la suite de la plainte de Zahari il y a plus d'1 année. Je me souviens que lors du dépôt de plainte, moins de 24 heures, les services de police ont assiégé ma maison et m'ont ramené une décision de me présenter au commissariat. Ils m'ont même fait passer la nuit au commissariat. Le lendemain, je me retrouve dans un délai exceptionnellement court devant le juge d'instruction. Par la suite, j'étais
otage d'une mesure de contrôle judiciaire avec obligation de me rendre chaque dimanche au commissariat, avec une interdiction de quitter le territoire national et confiscation de passeports. Avec toutes ces mesures-là, il a fallu attendre donc une année et le procès a été programmé. J'apprends sur les réseaux sociaux que le procès a été programmé. Je ne suis destinataire ni d'une information, ni d'un papier quelconque qui m'invite à me présenter à ce procès. Après, j'apprends ce matin que je suis condamné à une année de prison ferme. Mais en tout cas, pour moi, c'est juste un fait qui s'ajoute à toute cette série de choses qui se passent, mais qui ne peuvent pas nous détourner de l'essentiel. Et là, je profite à travers cette tribune, à travers le Magharibia, pour adresser un message plutôt aux hiérarchistes, aux détenus, aux militants. Ne vous laissez pas entraîner dans ce cycle infernal de présentation, de recours, de trucs judiciaires. Nous devons comprendre que cela relève de la technique du pouvoir pour détourner les gens de leur engagement militant et leur faire peur. Donc nous devons également comprendre que nous sommes sur le terrain politique, que nous avons besoin de mener et de rester fidèles et de rester engagés dans notre combat. Notre combat, c'est pour l'Algérie. Notre combat, c'est la démocratie. Notre combat, c'est l'état de droit. Rien, absolument rien, ne doit nous détourner de cette trajectoire, de ce chemin, parce que nous sommes sur une voie juste. Nous sommes sur une voie en cohérence parfaite avec toutes ces générations de militants, toute cette génération de maquisards et qui ont mené ces combats, le combat de libération, les combats démocratiques, les combats culturels, les combats d'expression, les combats des syndicats, etc. Tout cela, il est en cohérence avec notre rêve, notre espoir, notre engagement pour une Algérie démocratique. Merci, cher Kalim Tabou, restez avec nous et merci pour votre présence parce que malgré ce que vous vivez et ce que vous subissez, vous êtes là encore ce soir pour en parler, pour analyser, pour donner votre vie et c'est à mon sens c'est un bel espoir et un bel exemple. L'actualité, une autre actualité ce soir, on va revenir quand même en quelques mots sur cette grande journée jeudi dernier, c'était le 3 mai dernier. Hamid Lelou, une réaction peut-être pour vous. Mercredi dernier, donc le président algérien qui dit via l'APS avoir réuni la famille de la presse entière. Alors, première question peut-être de quelle presse? Et puis, c'est la même question. Voilà, on nous dit ici que le président a emprunté une autre voie que ses prédécesseurs, bâtie sur le dialogue, l'ouverture, l'opinion contraire, l'autocritique, la valorisation du journalisme et le combat pour sa dignité. Il a changé les choses, le président algérien. On n'est plus dans l'ancien régime, notamment pour les journalistes. Merci pour la question. Vite fait, j'aimerais bien rassurer notre frère Karim Tabou. Écoutez, mon frère, les arrestations, les harcèlements, ça c'est un indicateur, un bon indicateur très palpable qui montre de la validité de votre travail et à quel point vous leur faites peur. Le jour où ils ne vous viendront plus vous embêter, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur et ça veut dire que vous ne servez plus à l'opposition. Voilà, c'est un bon indicateur. Laissez-les continuer et un jour ou l'autre, ils vont se casser la gueule, comme on dit. Maintenant, votre question sur la presse. La presse algérienne et ce qui s'est passé avec cette manifestation ou cette célébration. De prime abord, c'est une bonne chose, sauf que la liberté de la presse est célébrée par la presse elle-même. Les gouvernements, les régimes, les pouvoirs en place n'ont rien à voir là-dedans. C'est célébré par la corporation, pour la corporation. 1. De 2,
Quand ils disent que la presse s'est libérée, il y a une autocritique, il y a ceci, il y a cela, c'est eux qui continuent à se jeter des fleurs. Laissez les autres dire du bien sur vous, sur ce que vous faites. Que je sache, ni la presse indépendante, ni la presse étrangère n'a fait des éloges sur la liberté d'expression en Algérie. Au contraire, le classement de l'Algérie et de son état de la presse et de la liberté d'expression, 134 parmi 180. Et encore, moi, je trouve que c'est quelque chose de positif pour le régime parce que autrement, il méritait pire. Mais il faut voir aussi quels étaient les indicateurs, les 5 indicateurs qui étaient utilisés pour faire l'évaluation. Et tous ces indicateurs allaient dans le sens de ce qui se passe actuellement en Russie, en Ukraine, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pour ça que ces pays-là sont les moins bien classés au monde. Mais sinon, si on avait fait rentrer d'autres indicateurs liés à la situation algérienne, la situation socio-économique ou bien la situation économique des journalistes eux-mêmes ou de leur arrestation, de leur harcèlement comme ils le font avec les autres hirakistes, l'Algérie se serait classée parmi les 170, 175 et pas mieux que ça. Ceci dit, on a aussi entendu dire Tebboune que le RSF c'est pas un référent et que lui c'est l'ONU. Il a oublié que l'ONU a fait la même chose, que l'Algérie a été condamnée par les experts, que le rapport de ce qu'on appelle le rapport UPR a été vraiment négatif vis-à-vis de l'Algérie. Donc on ne sait pas dans quel monde il vit. Et encore une fois, c'est cette autocritique dont il parle, c'est pas de l'autocritique, c'est de l'autosatisfaction. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, il n'y a personne pour le dire que ce qu'ils disent est faux. En effet. Il n'y a personne pour les contredire. Ceux qui assistent à leur conférence de presse, quand il y a conférence de presse, ce sont des journalistes choisis parmi eux, des journalistes qui toujours confirment ce que le président, soi-disant, ou bien ses ministres disent. Donc, il n'y a pas de critique. Cette autocritique est plutôt de l'autosatisfaction. Merci. Surtout que, voilà, quelques minutes après, effectivement, il critique clairement en disant que RSF n'est pas important, mais quelques minutes avant, il recevait RSF et 48 heures avant, il les a invités à la présidence. Karim Tabou, avec vous, il était important aussi d'avoir un peu votre avis. On a un président en Algérie qui évoque souvent, par exemple, il dit voilà le rétrécissement des espaces de liberté durant l'ancien régime. Je viens de l'évoquer, donc il parle de changement. Une autre voie a été empruntée depuis qu'il est arrivé au pouvoir, avec cette ouverture notamment de l'opinion contraire, de l'autocritique, et il souhaite aussi donc créer une organisation syndicale de tous les journalistes. Vous avez cette vision aussi qu'il y a une nouvelle Algérie, que l'ancien régime c'est terminé? Nuance, d'abord il s'agit d'un chef d'État et non pas d'un président de la République élu par le public. Nous sommes en face d'un chef d'État qui a été désigné par le pouvoir et non pas par les Algériens eux-mêmes. Mais c'est un détail, passant sur l'essentiel. Quand on évoque dans les pays démocratiques le rôle de la presse, on fait rarement référence à comment dirais-je, à son caractère, disons, officiel, affilié au pouvoir, dès lors qu'on considère que l'un des instruments par lequel on mesure la démocratie, on exerce la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. D'abord des 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et on a toujours qualifié dans le monde politique la presse de 4e pouvoir, qui est très loin d'être une espèce de
de sous-section d'un pouvoir, de ces trois pouvoirs, plutôt, c'est le quatrième pouvoir qui est là, qui joue le contre-pouvoir, le contrôle, la critique, l'évaluation, le débat. Nous ne sommes pas là. Et lorsqu'on évoque la presse dans sa pluridiscipline, c'est-à-dire que la presse audiovisuelle, la presse électronique, la presse écrite, son état, il est là. Vous voyez très bien que le pouvoir en Algérie a toujours joué autant à l'égard de la presse qu'à l'égard de la politique, qu'à l'égard des travailleurs, qu'à l'égard des syndicats, une logique de précarité. C'est-à-dire, il exerce le monopole absolu, d'abord dans la délivrance des autorisations d'exercer. Un journal ne peut pas exercer sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Vous savez, Chaban, le grand paradoxe algérien, vous allez au ministère de l'Intérieur, vous montez au 5e étage, vous allez trouver un petit bureau, c'est écrit à l'entrée sur la porte, la direction des libertés. Lorsque vous voyez, et c'est dans ce bureau-là qu'on dépose les dossiers pour créer un parti politique, pour créer une association, pour créer un journal, pour créer un syndicat, lorsque dans n'importe quel pays, vous allez trouver ce genre de structure, dites-vous que les libertés sont mises en garde à vue. Ils sont sous le contrôle du premier policier du pays, qui est le ministère de l'Intérieur. Et le cas algérien, c'est le cas de le dire. La presse dans toutes ses dimensions, presse écrite, presse électronique, presse audiovisuelle, elle dépend des autorisations du pouvoir. Plus encore, en plus des autorisations, elle dépend du financement du pouvoir. Tout le monde sait que les chaînes de télévision dites algériennes mais qui émettent de l'étranger, donc qui sont considérées dans la loi comme étant des chaînes étrangères, ne peuvent pas exercer en Algérie sans qu'ils soient accrédités, donc acceptés. Et vous voyez très bien comment une chaîne qui est dans le sillage, dans le courant du pouvoir, elle bénéficie de tous les avantages, des villas à Alger, des logiques floues et obscures de gestion sur le plan financier des financements, des chaînes qui cumulent des dettes impossibles à régler, mais qui continuent de fonctionner, et à côté, on porte des accusations sur des journalistes pour avoir reçu un prix, pour avoir reçu une aide quelconque. Vous voyez très bien que la logique de la précarité est une logique du pouvoir et qui laisse tout le monde dépendre du pouvoir, et après, vous connaissez très bien comment fonctionne le pouvoir de cette nature, la police politique prend le relais, c'est elle qui détermine qui est le journal qui doit exister, qui doit recevoir l'accréditation, et quel est le journal qui ne reçoit pas, quel est le journaliste qui est admis, qui reçoit le visa d'entrée en Algérie, et quel est le journaliste qui est impossible, mis sur une liste noire, impossible d'avoir le visa pour venir en Algérie. Je parle de la presse étrangère. Et quant à la presse locale, vous voyez, quand vous avez des journaux avec tout le développement technologique, avec le développement des moyens de communication, des journaux qui font travailler des journalistes, des techniciens à des salaires dérisoires, catastrophiques, mais qui sont là, qui dépendent de la publicité. Cette publicité, elle est sous le monopole absolu du pouvoir. C'est le pouvoir qui donne la publicité, c'est le pouvoir qui finance la presse, c'est le pouvoir qui décide qui va être le journal qui va être invité dans un débat quelconque, c'est le pouvoir qui choisit le journaliste qui doit venir, c'est le pouvoir qui doit choisir les questions qui doivent être posées. Lorsque vous voyez ce type de presse, nous ne pouvons pas parler de la presse comme on parle de la presse ailleurs, comme quatrième pouvoir, dans sa liberté de faire des investigations, dans l'accès aux sources d'information, dans sa liberté d'action sur le terrain, etc. Ça n'existe pas chez nous. Nous sommes en train d'utiliser des mots qu'on a appris dans la politique, qu'on a appris dans le dictionnaire, mais dans les faits, dans la réalité, tout ça n'existe pas. C'est pour cette raison que je tenais vraiment à préciser, lorsque vous proclamez le mot président de la République, c'est fort.
C'est fort, président de la République. Cela renvoie au respect du peuple, de la population, du vote. Mais tout ça n'existe pas chez nous. Alors appelons le chat par son vrai nom. Ce soir, bien évidemment, c'est le dossier syrien. On va essayer de revenir sur cette colère en sourdine avec nos invités. 12 ans après, donc Bachar el-Assad est invité au sommet de la Ligue arabe qui aura lieu donc en Arabie Saoudite le 19 mai prochain. On se rappelle que cette invitation intervient après la réintégration donc dimanche au sein de la Ligue. Elle avait été exclue en 2011, notamment après le soulèvement populaire. Nos invités vont en parler. Alors, il faut savoir que l'Algérie a toujours soutenu la Syrie, notamment le système de Bachar. Le retour de la Syrie, notamment au sein de la Ligue arabe, avec une mobilisation de l'Algérie. Certains pays étaient opposés, comme l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, sauf que voilà, une réunion a été organisée en Arabie Saoudite, donc à Jeddah. Alger donc a été exclu notamment de cette réunion avec les États limitrophes de la Syrie, alors que l'Algérie est actuellement patron président de la Ligue arabe. Elle aurait dû être notamment conviée, et même limite peut-être que cette réunion aurait dû avoir lieu à Alger. Ce n'est pas le cas. En tout cas, signe d'apaisement, puisque hier, je vous le disais tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite a été reçu par le président algérien, notamment où on a évoqué un prolongement et la poursuite d'une coopération donc et coordination étroite entre les deux pays. Hamid Loulou, il est 19h30 en Algérie. On va passer ces quelques minutes avec vous et Karim Tabou sur notamment ce dossier syrien. Avoir d'abord votre point de vue. L'Algérie, on a quand même un peu la pression, malgré que le président algérien nous parle d'une force de frappe, nous parle d'une puissance. Elle a tout de même été ignorée sur un cas comme celui-là, la réintégration de la Syrie par exemple, et puis je vous laisse bien sûr développer. Une glissade spectaculaire. Quand vous dites que le ministre des Affaires saoudiennes était invité en Algérie ou bien les choses étaient reprises, non, elle rentre dans un cadre tout à fait normal. L'Arabie Saoudite va organiser le sommet de la Ligue arabe dans un mois. Et c'est tout à fait normal qu'elle envoie le ministre des Affaires étrangères en tant qu'émissaire pour parler spécifiquement de cette réunion, c'est tout. Donc, c'est pas que les Saoudiens se sont souvenus qu'il y a l'Algérie, que l'Algérie, il fallait l'intégrer dans ces palabres. Les palabres ont eu lieu à Jeddah, comme vous l'avez dit, d'autres au Caire, et sans la présence de l'Algérie, sans la consultation de l'Algérie, au contraire, tout à l'opposé de ce que l'Algérie voulait faire. Maintenant, malgré ça... Une petite question peut-être sur le fait qu'il y ait cet apaisement peut-être diplomatique. Est-ce qu'aussi peut-être l'Arabie Saoudite souhaite voir le 19 mai prochain un sommet de Ligue arabe plutôt apaisé et ne s'attend pas peut-être aussi au refus d'Alger de participer suite un peu à ces discordes? Et on posera les mêmes questions à Karim Tabou derrière. Moi je pense que l'Algérie va y participer, Tabboune va y aller. Il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas et ça ne rentre pas dans dans le sens de ce que l'Algérie a toujours voulu, ou le régime algérien a toujours voulu se présenter à l'extérieur. Il clame être le principal acteur dans le règlement de la crise syrienne. C'est vrai que sa position a toujours été pour la Syrie, mais ça n'a rien de nouveau. Le problème de l'Algérie, il y a deux problèmes à ce niveau. Un, elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle parle, mais elle ne fait rien. Elle ne peut rien faire parce qu'elle n'a pas les moyens de cette politique. De deux, elle défend un régime comme celui de Bachar el-Assad qui n'est pas très différent de celui de l'Algérie. Et même quand elle défend des causes nobles comme celle de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'elle a récolté? Pas grand-chose, sauf que c'est vrai qu'on continue un petit peu à bénéficier du soutien de l'Afrique du Sud au niveau
diplomatique quant à l'Union africaine, mais pas plus que ça. Vous me dites que l'Arabie saoudite veut apaiser les tensions pour ratisser large et avoir le maximum de participation. Si c'était vraiment le cas, ils auraient associé d'autres pays comme l'Algérie dans les pourparlers pour réintégrer la Syrie. C'est pas, je ne pense pas que ce soit la raison. La seule raison pour cet émissaire de venir en Algérie, c'est pour apporter une invitation officielle quant à la participation et à la présence au prochain sommet de la Ligue, qui d'ailleurs, la réintégration de la Syrie n'apporte pas grand-chose à la Syrie non plus. Ça ne veut rien dire. Réintégrer la Ligue, d'ailleurs, une Ligue qui n'a aucun poids politique, géopolitique sur la scène régionale ou internationale. Tout se fait et se défait autour de cette Ligue. Rien ne se fait à l'intérieur. Donc, réintégrer la Syrie ou pas, c'est pas un grand gain, parce que le plus important, c'est ce qui va se passer après. Est-ce que ceci veut dire que les relations diplomatiques et surtout économiques et commerciales vont être rétablies, les frontières vont être complètement ouvertes? Est-ce que l'investissement étranger va être autorisé en Syrie pour la reconstruction de la Syrie qui a besoin de milliards de dollars? Est-ce que aussi les États-Unis vont vraiment appuyer ça? Ils ont accepté, ils ont dit ok, vous pouvez réintégrer la Syrie, parce que dans l'élan de ce qui s'est passé probablement avec le tremblement de terre. Mais il y a deux détails très très importants. C'est là que moi je mesure l'impact de cette réintégration. Un, il faut attendre le 8 août. 8 août pour la Syrie est une date cruciale. C'est la date butoir du ministère des Finances américain qui va arrêter, qui va reprendre les sanctions internationales contre la Syrie, parce qu'il les a un petit peu arrêtées dû à ce tremblement de terre. C'est pour ça que l'Algérie et d'autres pays ont eu l'opportunité d'atterrir en Syrie. C'est les États-Unis qui avaient décidé ça. De deux, l'arrêt ou pas du soutien des rebelles kurdes dans le nord de la Syrie et un petit peu vers l'est de la Syrie. Est-ce que les Américains vont arrêter ça ou pas? Donc techniquement, c'est là où il y aura le changement. Si la Syrie est rouverte pour l'investissement, si le retour des investisseurs, si les entreprises internationales ne sont pas sanctionnées, si elles investissent en Syrie, si l'ouverture du couloir aérien est réouvert, c'est tous ces détails techniques qui sont importants. La réintégration de la Ligue, c'est un petit détail, c'est pas important. Je reviens à vous dans un instant, Hamid Lelou. Karim Tabou, effectivement, on peut se poser la question à quoi joue l'Arabie Saoudite, mais on va s'intéresser plutôt au pouvoir, à la diplomatie algérienne. C'est ce qui nous intéresse ce soir. On a un président algérien, on a un chef d'état-major qui nous parle d'une puissance forte à plusieurs niveaux, économique, politique, en termes de défense, mais on a encore vu dernièrement que malheureusement cette Algérie, elle ne pèse pas aussi lourd, elle n'est pas aussi forte pour avoir été complètement ignorée dans le cadre de cette réunion qui a eu lieu d'ailleurs à Jeddah et qui devait peut-être logiquement avoir lieu à Alger. Voilà, avoir un peu votre visibilité sur cette position de cette Algérie. Est-ce qu'on peut parler notamment d'échec de la diplomatie algérienne sur ce dossier syrien qui lui échappe? Je ne reviens pas sur les éléments importants, pertinents qui viennent d'être présentés par mon frère Lelou sur les enjeux, sur quelques éléments importants liés à la Ligue arabe. Mais si nous voulons aborder ce sujet avec cette distance pour essayer d'éclairer l'opinion publique, d'abord, nous avons besoin de nous poser la question, c'est quoi le monde arabe? Le monde arabe, dans sa définition, il regroupe des pays, d'abord des pays faisant partie de ce qu'on appelle la péninsule arabique. Il y a des pays de l'Afrique du Nord
et les pays du Proche-Orient. Dans sa définition, ce qui lie tous ces pays, c'est le fait qu'ils ont en commun les États comme langue officielle la langue arabe. Même si dans ce débat qui est le pays arabe, qui ne l'est pas, il y a tout un débat à mener, notamment concernant les pays de l'Afrique du Nord qui restent des pays ancrés dans la culture berbère et dans une mentalité qui est très très loin, très différente de la mentalité de la péninsule arabique. Et puis, le nombre de pays du monde arabe. Vous savez que jusqu'à présent, les Arabes ne sont pas d'accord, ne se sont même pas entendus sur le nombre de pays, puisque la République sahraoui est considérée par certains comme une république, comme un pays, et d'autres, ils ne la reconnaissent même pas comme pays. Et puis à l'intérieur de ces 22 ou de ces 23 pays dits arabes, vous avez des conflits qui déchirent des pays entiers. Je cite quelques-uns. D'abord le conflit entre l'Algérie et le Maroc, le conflit politique, vous avez la situation difficile en Tunisie, vous avez la Libye qui est déchirée, la situation de totalitarisme absolu en Égypte, au Soudan c'est la guerre, en Somalie c'est tout l'État qui est en train de se remettre des cendres, le Yémen est complètement déchiqueté, l'Irak vient tout juste de se sortir d'une situation apocalyptique, la Syrie est démolie entièrement, le Liban est en faillite, vous imaginez, j'ai cité une moyenne de 12 pays ou 13 pays de ce qu'on appelle le monde arabe. Quelle situation du monde arabe? Après, posons-nous la question toute simple. Est-ce que le monde arabe est-il un ensemble économique? Est-il un ensemble politique? Est-il un ensemble géopolitique? Nous allons nous apercevoir qu'il suffit de poser la question est-il un ensemble économique? Si vous faites les mesures connues dans le monde, par lesquelles on peut déterminer est-ce que c'est un ensemble économique, il suffit de voir le volume des échanges commerciaux, le volume des investissements intra-pays, le monde arabe, c'est-à-dire on peut évaluer combien de mobilisation de ressources financières dans le cadre des investissements d'un pays dans un autre. Vous allez interroger les experts, vous allez vous apercevoir et conclure très simplement que le monde arabe n'étant pas un ensemble économique, même en termes de ce qui est connu comme étant un peu particulièrement puissant dans ces pays-là, c'est la production du pétrole, mais vous approfondissez l'analyse, vous allez vous apercevoir qu'une grande partie de l'exploration, de l'exploitation de toutes ces richesses dans ce monde, il est fait par des étrangers, des Américains et par des Européens. Je reviens à vous, Karim Tabou, dans un instant. Hamid Lelou, je reviens à ma question. Alors, merci pour ces éléments, effectivement, aussi prendre un peu de la hauteur sur cette Ligue arabe, le monde arabe à plusieurs niveaux. Mais voilà, les Algériens, le monde entier voit ce continent. L'Algérie, plus grand pays d'Afrique, énorme, avec toutes ses richesses. On pourrait en parler pendant des heures. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie n'a pas peut-être limite ce poste de sous-traitant, d'intermédiaire qu'elle devrait avoir, notamment sur la réintégration de la Syrie? Peut-être que si l'Algérie avait été une réelle force de frappe, est-ce que l'OTAN et la France auraient frappé en Libye et même pour le Mali? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on ne consulte pas réellement, on n'arrive pas à passer par l'Algérie, qui d'ailleurs, le président algérien nous dit souvent qu'il a le rôle, qu'il pourrait jouer le rôle de médiateur, par exemple, entre la Russie et l'Ukraine, mais à chaque fois, cette Algérie est totalement ignorée. Justement, mon cher Chaban, vous venez juste de mettre le doigt sur l'essence du problème, le cœur du problème de l'identité de ce régime. Moi, je ne parle même pas de l'Algérie, mais de ce régime, avec son autosatisfaction qui n'arrête pas de se jeter des fleurs et de dire « moi ceci, moi cela, moi je fais, moi une grande force ». Elle est où cette grande force? Tout se fait sous son nez. L'invasion, l'attaque de la Libye, les problèmes nord-Mali, les problèmes sur notre frontière de l'Ouest, l'immigration clandestine, les haragas sur la Méditerranée,
le trafic de drogue, l'économie informelle qui dilapide le patrimoine national, économique et culturel. Tout ça montre justement l'incapacité de ce régime à faire. Et pourquoi? On revient à la règle essentielle. Quand vous ne représentez pas votre peuple, quand vous n'êtes pas légitime, les gens ne vous écoutent pas à l'étranger. Ils ne vous écoutent pas. Ils ne peuvent pas vous écouter, ils ne peuvent pas vous faire confiance, puisque déjà vous n'avez pas la confiance de votre peuple. Vous n'avez pas ce bagage, populaire, il est très très important, c'est le pilier, c'est le centre de gravité. Le peuple, c'est le centre de gravité. Sans le peuple, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir l'armée que vous voulez et avoir tout l'argent que vous voulez, parce que l'Algérie, ce qu'on a, on a l'argent, l'argent du pétrole, mais on n'a pas d'économie. Et donc, comment voulez-vous peser? En diplomatie, pour peser, vous avez besoin de 3 piliers. Vous avez besoin d'une économie très forte, très solide, qui va inciter les autres à échanger avec vous. Et vous allez aussi l'utiliser comme un appât et aussi une incitation aux autres pour travailler dans le sens de votre influence, parce que vous voulez influencer, c'est ça la diplomatie. Vous voulez influencer. Vous voulez influencer à travers les idées que vous proposez. Déjà, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la légitimité populaire, donc vous ne pouvez pas prétendre parler au nom du peuple algérien, même si c'est ce que vous voulez faire, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Et de 3, vous n'avez pas vraiment une institution militaire très importante, puisqu'elle est basée sur un équipement qui est acheté à 95, si ce n'est pas plus, même à 100% de l'étranger, donc vous n'avez pas cette indépendance, vous dépendez de l'autre. Quand vous dites que vous êtes une frappe, mais saviez-vous, c'est une information à tout le monde, peut-être les gens ne le savent pas, quand vous achetez du matériel militaire, et ça ne s'applique pas qu'à l'Algérie et à la Russie, ça s'applique sur beaucoup de pays. Quand vous achetez le matériel militaire, il y a des clauses. Les clauses, et une des clauses que les gens ne connaissent pas, c'est que le pays qui vous vend le matériel vous impose les conditions de comment et quand utiliser le matériel. Je vous donne un exemple. On a demandé à la Pologne d'envoyer ses tanks en Ukraine. Elle a refusé au début parce qu'elle a dit « Moi, j'ai des accords avec les tanks sont allemands et l'Allemagne ne veut pas que son matériel atterrisse entre les mains des Ukrainiens. » Il a fallu une grande influence des Américains. Et c'est la même chose dans tous les pays. Donc vous pouvez prétendre avoir ce matériel, mais le matériel, vous ne pouvez pas l'utiliser comme vous voulez. Merci Hamid Lelou, restez avec nous. Karim Tabou, on va terminer cette émission avec vous. Eh bien tout simplement, voilà, j'aimerais aussi avoir votre analyse, comment vous voyez un peu cette Algérie, ce magnifique pays, limite un continent. On a un pouvoir, une armée qui dit aux Algériens, qui dit au monde entier, nous sommes une puissance. Nous pouvons être médiateurs sur tous les conflits, intervenir, alors que cette Algérie, elle a été ignorée sur une réunion, notamment qui devait avoir lieu chez elle. Et à chaque fois, c'est vrai qu'elle est complètement zappée. Est-ce que réellement, on peut parler de force, d'une réelle force qui pèse quelque chose aujourd'hui en termes de diplomatie pour régler certains conflits? Voilà pourquoi, notamment ces grandes puissances qui parfois d'ailleurs gèrent, par exemple la Syrie, c'est certainement géré par exemple par les États-Unis. Pourquoi on ne passe pas par l'Algérie? Vous savez, si nous nous mettons à conjuguer les mots diplomatiques dans le cas de l'Algérie, ben on les conjugue au passé, parce que depuis la glorieuse révolution où l'Algérie était connue et que la révolution a eu un capital de sympathie, un capital de crédibilité, et a marqué l'histoire de l'humanité. Sinon, depuis l'indépendance, tous les mots qui conviennent le plus à la diplomatie algérienne, c'est l'échec, c'est la régression, c'est le mensonge et c'est la dictature en termes simples. Après, l'avenir de l'Algérie. Je
pense qu'au-delà de ces petits calculs dans le cadre de ces syndicats de dictateurs qui est la Ligue arabe et qui est tous ces regroupements de chefs d'État incapables de construire le chez eux et donc incapables de construire le chez les autres. Et puis en termes de relations géopolitique, géostratégique, on est loin face à un monde qui est en mutation profonde, en transition énergétique, en recherche permanente pour avoir le monopole sur l'information, sur les technologies. Nous ne sommes pas dans cette sphère-là. Et pour finir, à mon avis, pour que l'Algérie soit un pays fort, un pays, il y a cette possibilité, à la condition, et pas seulement l'Algérie, mais c'est toute la région, à la condition que l'Algérie se démocratise, l'Algérie se débarrasse de ce pouvoir, de ses hommes, de ses pratiques, de sa politique, de sa mentalité pour aller vers un vrai sursaut démocratique. Désormais, l'Algérie, pour son maintien, a besoin d'un souffle nouveau, a besoin de la démocratie, a besoin de se sortir de tous ces tyrans, de tous ces potentats, de ce sous-développement mental, de ce régime incapable de se prévoir sur un mois. Et puis, dans ce cadre-là, nous pouvons espérer que dans la région, les sursauts populaires, les sursauts des peuples de la région puissent libérer cet ensemble de l'Afrique du Nord de l'emprise de ces régimes de dictature pour aller vers la mise en place d'un vrai processus d'intégration maghrébine dans un cadre démocratique, avec des états de droit, avec une jeunesse qui va affronter la vie, qui va affronter le monde en exploitant tous les avantages dont nous disposons. Merci. Malheureusement, l'Algérie est un grand pays sur le plan de la superficie. Nous sommes cités dans les premiers rangs lorsqu'on parle de la superficie, lorsqu'on parle du soleil, lorsqu'on parle des richesses naturelles, mais nous sommes dans les derniers rangs lorsqu'il s'agit de parler de la gouvernance, de la transparence, de la démocratie, du droit. Malheureusement, c'est cette équation-là qu'il va falloir basculer, remettre le pays dans la démocratie, remettre le pays dans le développement mental, se sortir de la médiocrité et engager toute la région. À ce moment, l'Algérie peut jouer un rôle essentiel dans la libération de toute la région. La libération de tout un pays, de toute une jeunesse. Eh bien, pour terminer, effectivement, Hamid Lelou, merci d'avoir été avec nous. Karim Tabou, merci à l'équipe en régie. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Jamaldine Benchenouf. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.